Bonjour à toutes et à tous, c'est Patrick qui est là chez FXCM à Paris avec grand plaisir. Je viens de rencontrer toute l'équipe, c'est toujours un vrai plaisir que de les rencontrer. Oula, par contre ils ont des fauteuils qui basculent en arrière, j'ai eu très peur, j'ai déjà failli me casser le dos. Donc ça c'était le piège qu'ils me réservaient. Alors par contre ça va apparaître mes graphiques là, Sylvain? D'accord. Donc je suis Patrick Riguet, je suis aussi connu sous le nom de Cypressa, c'est mon pseudonyme sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Voilà, et donc les commentaires je vais les voir apparaître tout seul. Tu vas les voir apparaître ici au fur et à mesure, tu appuies Au fur et à mesure. D'accord, ok. Alors que je me concentre quelques instants, je suis en train de regarder là, je pense que vous voyez l'écran comme moi, l'écran, alors attendez, parce que pour changer d'un écran à l'autre, vous voyez comme moi l'écran que je m'installe, parce que je marche sur le fil du casque, voilà. C'est un peu clownesque à chaque fois que j'arrive, je vois le trade de Sylvain, vous voyez là on a appliqué la disposition Ichimoku sur le graphique de Sylvain. Donc cette position que vous avez ici de plus 48 pips actuellement est la position que Sylvain a ouvert tout à l'heure. Il a expliqué comment, pourquoi. Et il sera intéressant ensuite de regarder ce qu'il en était ou ce qu'il en est avec l'Ichimoku. Donc je vois encore plein de commentaires de gens qui me disent bonjour. Donc bonjour à tous. Donc pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Donc pour vous faire une petite conférence, une petite présentation de l'Ichimoku, mais en réalité je n'ai pas la possibilité en 1 heure de vous apprendre à utiliser Ichimoku. En entendant Sylvain tout à l'heure, j'ai compris qu'il y avait parmi vous, parmi les auditeurs, beaucoup de personnes qui débutent dans le trading complètement, donc je vais essayer d'adapter cette séance d'1 heure, ce qui est très court, à ce niveau, un peu au niveau pour les personnes qui débutent, si vous voulez, dans le trading. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait des personnes qui ne débutent pas dans le trading, qui sont relativement confirmées, qui ont un peu d'expérience, mais qui pour autant ne connaissent pas l'Ichimoku. Donc même si on est un trader confirmé et qu'on ne connaît pas l'Ichimoku, en 1 heure, même si ça ira beaucoup plus vite qu'avec des gens qui débutent totalement, en 1 heure, je n'ai pas la prétention, ni même la possibilité, de vous apprendre à vous servir d'Ichimoku. Donc je vais quand même vous donner quelques petites notions vraiment de base. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce qui est très très important pour moi en trading avant même de regarder les prix, le money management, la gestion du risque. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, il nous restera de temps pour faire une revue de marché, un peu comme a fait Sylvain tout à l'heure. On ira regarder différents actifs pour voir ce que nous raconte l'Ichimoku sur ces différents actifs. En tenant compte du fait qu'il me semble, parce que j'ai pris le train hier matin, donc je n'ai pas regardé les graphiques depuis hier matin. C'est aussi l'avantage, c'est que je vais les découvrir en même temps que vous. Je n'ai rien préparé à l'avance, j'aime pas préparer à l'avance, j'aime être dans la spontanéité, dans l'ici et maintenant, regarder un petit peu ce que racontent les graphiques. Donc c'est ce que l'on va faire ensemble, donc je vais faire exactement comme si j'étais tout seul, mais devant vous, donc vous allez comprendre comment je fonctionne pour chercher des positions. Tout à l'heure, quelqu'un disait il n'y a pas eu assez de trades sur la conférence de Sylvain, mais franchement, entre nous, vous voyez, si on pouvait gagner 35 pips ne serait-ce que 2 fois par semaine, c'est largement suffisant pour gagner de l'argent. La quantité de pips ne veut absolument rien dire. On peut gagner beaucoup plus d'argent avec 35 pips qu'avec 350 pips. Donc moi je suis le créateur, l'auteur et l'animateur d'un blog consacré à l'Ichimoku. Bon, je ne vais pas l'afficher ici, je vais vous raconter quelque chose après, qui s'appelle ichimokukinkoyo.info. On tape Ichimoku sur Google et on le trouve très rapidement. Vous verrez que j'ai un partenariat avec FXCM, donc j'anime des formations. Chaque formation dure à peu près 3 heures, il faut entre 6 et 9 heures de live, de tête à tête si vous voulez avec les personnes pour apprendre l'Ichimoku, puis ensuite du travail personnel, il faut quand même quelques semaines pour l'appréhender complètement. Sur ce blog vous trouverez une quantité de tutos gratuits, vous trouverez des analyses tout azimut, vous verrez toute la gestion de mes trades, le pourquoi, le comment, il y a un forum, il y a vraiment beaucoup de ressources consacrées à l'Ichimoku, beaucoup d'exemples réels aussi. C'est aussi sur le blog que j'annonce mes positions. Lorsque j'entre en position, je l'annonce à l'avance, pas après coup, parce que c'est toujours très facile de montrer après coup les trades que l'on a gagnés, mais donc je montre à la fois mes pertes et mes gains avec l'Ichimoku. Donc avant de commencer la revue de marché avec Ichimoku, puis je répondrai un petit peu aux questions tout à l'heure,
Je voulais vous dire que ce qui est très très important, c'est qu'Ishimoku n'est pas le Graal, d'accord? Ishimoku n'est pas un meilleur système que le chartisme, qui lui-même n'est pas meilleur que l'Ishimoku, qui lui-même n'est peut-être pas meilleur que je ne sais pas quoi. En réalité, j'en sais rien, parce que je ne connais pas excessivement de systèmes de trading efficaces, à part le chartisme et l'Ishimoku. Bien que j'ai entendu tout à l'heure, il y a des gens qui font zigzag, d'autres les harmoniques patterns. Le principal, c'est que lorsque l'on a trouvé un système qui nous convient, à notre personnalité, et qu'avec ce système on fait des gains, il n'y a plus de questions à se poser, ni même rentrer dans des compétitions à savoir quel est le meilleur des systèmes de trading. Moi, Ishimoku, ça me convient très très bien parce que c'est un système visuel, comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs, il y a des nuages, il y a des traits rouges, il y a des traits bleus. C'est très visuel et vous allez voir après que c'est vraiment Ishimoku Kinkoyo en japonais, ça veut dire voir l'équilibre du marché en un clin d'œil, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en un clin d'œil, lorsque l'on apprend l'Ishimoku, on peut savoir exactement si on est en tendance haussière, en tendance baissière, si on est en trading range, s'il y a des opportunités ou s'il n'y en a pas. Ça va vraiment très très vite. Ce qui est très important, c'est que quel que soit le système que l'on utilise, selon moi, on ne peut pas réussir à gagner de l'argent en trading si on ne respecte pas un money management strict. Mais je dirais même plus, au-delà du money management, si on n'arrive pas à maîtriser nos pulsions et nos émotions. Attendez, je bois un petit coup pour pouvoir continuer à parler. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de gens imaginent que le trading est quelque chose qui peut nous permettre de gagner de l'argent très facilement, très rapidement, et selon moi ce n'est pas le cas. Les statistiques montrent que la réalité est tout autre, c'est que pour la plupart d'entre nous, traders particuliers, les statistiques montrent que l'on peut très vite perdre de l'argent de façon très rapide. Donc c'est le contraire de ce que l'on croit qui se passe, et pour pouvoir réussir en trading, il ne faut surtout pas le considérer comme un jeu, il faut être patient, il faut être extrêmement rigoureux, il faut maîtriser nos pulsions de cupidité, de peur, l'impatience aussi, il faut savoir attendre très longtemps parfois, un petit peu comme le félin caché derrière sa fougère, prêt à bondir sur l'antilope, parfois il attend très longtemps, vraiment le bon moment, le bon timing pour aller chasser, et donc le trading pour moi c'est pareil. Il y a des moments où il ne faut pas trader, sinon on perd de l'argent, puis il y a des moments rares où il faut trader et où on peut gagner beaucoup, et donc ce timing là, cette patience là, cette gestion des émotions, de nos pulsions est vraiment importantissime si on veut réussir en trading. La deuxième chose, après je m'y attarderai pas plus longtemps, mais c'est parce que je veux surtout laisser croire à personne qu'Ishimoku serait un Graal, où j'apprends Ishimoku, je claque des doigts et je deviens millionnaire du jour au lendemain. C'est à condition d'avoir des règles strictes, à la fois respecter les conditions d'entrée en position que délivre l'Ishimoku, ne pas tricher avec l'Ishimoku, ça sert à rien d'apprendre un système si après on ne le respecte pas, les pulsions, les émotions et aussi le money management. Donc un copain, Philippe, qui est membre de mon site d'ailleurs, m'a fait passer un livre de Benoît Fernandez-Rioux, le trader particulier. Bon, le livre est bien, mais je ne dirais pas qu'il faille l'acheter pour autant. C'est surtout une courte partie consacrée au money management qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Il explique, ce monsieur, et j'ai regardé, c'est tout à fait vrai, que si l'on n'engage jamais plus d'1% de perte maximale par trade, il faut 69 trades perdus d'affilée pour perdre 50% de son capital. C'est-à-dire que si vous avez si nous avons, je m'inclus là-dedans, hein, quand je dis vous, c'est nous, moi aussi je suis trader particulier, moi aussi j'ai fait plein de bêtises, tout ce dont je vous parle, je connais par cœur, donc je peux en parler très très bien, parce que j'ai pas maîtrisé mes pulsions, j'ai pas maîtrisé mes émotions, j'ai cramé des comptes, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire en tant que trader, donc je sais exactement de quoi je cause, et je sais aussi quelle est la différence depuis que j'applique tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est vraiment ça qui a réussi, à un moment donné, soit j'arrêtais, soit il fallait que je maîtrise tout cela. J'ai décidé de le maîtriser, c'est grâce à cela que maintenant ça marche beaucoup mieux pour moi. Donc par exemple, si nous avons un compte de 2000 €, puisque beaucoup de gens ouvrent des comptes de 2000 € chez mon partenaire FXCM ou plus, mais admettons 2000 €. Donc si on ne veut pas perdre plus d'1% de 2000 € par trade, c'est-à-dire que quelle que soit la taille du stop, nous ne devons pas perdre plus de 20 €, c'est-à-dire 1%. Que vous ayez un stop de 100 pips ou que vous ayez un stop de 10 pips, ce qui importe, c'est que vous ne perdiez pas plus de 20 €. Donc si vous avez un stop de 10 pips, vous augmenterez le levier on augmentera le levier de façon à ne pas perdre plus de 20 €. Si on a un stop large, comme on va faire du swing trading par exemple, de 200 pips, il suffit d'adapter le levier de façon à ne pas perdre plus de 20 €. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive,
quel que soit le trade que l'on engage, court terme, moyen terme, swing trading, ne jamais perdre plus de 1% de son capital. Si l'on applique cette règle, selon Benoît Fernandez-Rioux du livre que je vous citais tout à l'heure, il faut 69 trades d'affilée pour perdre 50% de son capital. Donc cela veut dire que quand on entend des gens qui ont cramé leur compte, on en entend beaucoup, des gens qui ont cramé leur compte, qui remettent de l'argent, etc., ça veut dire qu'on ne respecte pas cette règle. Et tant qu'on ne respecte pas cette règle, selon moi, on court le danger de ne pas réussir à trader Ichimoku, chartisme, harmonic pattern, zigzag ou ce que vous voulez. La deuxième chose qu'il faut appliquer, après ça je ne le dirai pas à chaque fois, je vais vous dire pourquoi je le dis, c'est que c'est important de ne pas laisser croire qu'on puisse réussir autrement. La deuxième chose qu'il faut absolument respecter selon moi, bon je vous répondrai après sur les unités de temps, etc. Laissez-moi juste terminer là-dessus. La deuxième chose qui est importante, c'est de respecter des ratios. C'est-à-dire que si Ichimoku me délivre un signal d'achat, admettons là de vente sur le DAX, je cherche d'abord où est-ce que je dois mettre le stop. Le stop ne se met pas au hasard, il se met sur des seuils techniques correspondant à l'Ichimoku, une Tenkan, une Kijun, une SSB ou je ne sais quoi. Une fois qu'on a placé le stop sur un seuil technique et non pas au hasard, cela détermine quel est le pourcentage de maximal de perte que l'on va s'autoriser, 1%. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement réussir. Voilà, Sylvain va m'aider à publier toutes les questions, sinon j'y arrive pas tout seul. Merci Sylvain. La deuxième chose, c'est que si on a un stop de 10, il faut impérativement que le graphique nous montre qu'il est possible d'atteindre un objectif de 2. C'est ce que j'appelle le ratio minimal gain-risque de 2 pour 1. Donc cela, si ça vous intéresse, vous irez sur mon blog, vous tapez dans la case de recherche sur le blog Money Management. J'ai écrit un papier sur le Money Management qui démontre, preuve à l'appui, que vous pouvez perdre par exemple 2 trades et sur ces 2 trades perdre 200 pips. De toute façon sur chacun des trades vous aurez engagé que 1% de votre capital, donc on a dit 20 euros puisqu'on a un capital de 2000 euros. Donc à l'arrivée en perdant 2 trades de 200 pips en totalité on perd 40 euros. Et ensuite il suffit de gagner 2 trades avec par exemple 25 pips, peu importe, mais avec le ratio de 2 pour 1, donc si on a engagé 20 euros on aura gagné 40 euros à chaque fois, donc on aura gagné 80 euros. Vous voyez, on aura gagné 80 euros, donc avec 2 trades qui n'auront qu'un total de pips de gain de 50, on gagne 50 pips, on gagne 80 euros, alors que de l'autre côté on a perdu 200 pips et on ne perd que 40 euros. Donc vous voyez, les pips ça ne veut rien dire. Il ne faut pas croire que les gens qui affichent sur Twitter ou ailleurs qu'ils ont gagné 1500 pips, ils gagnent plus d'argent que ceux qui ne tradent très peu, comme Sylvain tout à l'heure avec son trade de 35 pips. Il peut largement de quoi avoir fini sa semaine et pas besoin de trader davantage. Tout est une question de ratio et de money management. Voilà, ça c'est dit. Donc, problème de son, me disent les gens. Alors peut-être que j'ai marché sur le fil du micro. On va voir si ça marche encore. Non, voilà, ça fonctionne. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'Ichimoku. Donc nous sommes vendredi et on m'a invité ici pour faire une petite prévision de ce qui va se passer les semaines prochaines. Donc je ne suis pas Madame Soleil. Et Ichimoku non plus, et Ichimoku peut nous raconter beaucoup de choses, mais enfin si les banques centrales décident de faire ceci, cela, ou si la Chine s'écroule, ou si Tsipras et Merkel tous de travers, ou je ne sais quoi, tout peut arriver malgré les prévisions que l'on peut faire. Donc les prévisions, il faut les adapter aussi au jour le jour. On peut regarder sur des graphiques weekly ce qui se passe cette semaine et comment elle va clôturer, et puis ensuite décider de plans de trading différents, et en fonction de ce que le marché décidera, on entrera en position dans un sens ou dans l'autre. Donc on va commencer par l'euro USD weekly. Donc je vais vous présenter un petit peu mon graphique. Donc tout à fait en bas vous avez la ligne rouge, là je vais l'écraser. Vous avez le RSI 21, donc j'en ne m'en sers plus beaucoup, mais il me donne quand même des petites indications supplémentaires, mais je ne vais pas faire un cours sur le RSI 21. Les volumes tiques qui sont très importants pour moi. On ne va pas rentrer dans des débats sur les volumes tiques aujourd'hui. Je connais parfaitement la critique qui est faite sur les volumes tiques, qui ne sont pas représentatifs des volumes réels, que de toute manière, volume réel ou volume TIC, de toute façon, il ne s'agit que des transactions de notre courtier FXCM, que le volume TIC, ceci, cela. Enfin, ceci étant dit, malgré les critiques qui peuvent être dites sur les volumes TIC, ça fonctionne extrêmement bien. Je les utilise depuis maintenant longtemps et ça fonctionne très très bien, mais je ne vais pas vous expliquer. Là peut-être qu'on aura une explication, je pourrais vous donner une explication, mais enfin je ne vais pas recommencer à vous expliquer mes histoires de range comme j'ai fait la dernière fois. Donc juste avant de commencer, je voudrais vous dire aussi que dans le cadre de notre partenariat avec FXCM, je vais bientôt une fois par semaine faire des revues de marché Ichimoku en live, comme je le fais ce matin. Là, je vais les faire une fois par semaine en live, je crois que ça va être le mardi à 16h.
Donc nous aurons largement le temps de revenir en long, en large et en travers sur les opportunités de trading. Aujourd'hui, c'est plus une présentation générale, comme je vous le disais tout à l'heure, en 1 heure de temps, je ne peux pas faire énormément de choses. Donc, l'euro USD, puisque pas mal de monde le trade, d'accord. Donc je vous présente aussi la suite de mon graphique. La ligne bleue que vous avez ici, c'est la Kijun Sen. Elle est bleue parce que j'ai décidé de la rendre bleue. La ligne rouge que vous avez ici, c'est la Tenkan Sen. Elle est rouge parce que j'ai décidé de la rendre rouge, mais si vous voulez la colorier en verte ou en autre couleur, vous pouvez le faire. Donc c'est le point moyen sur 9 périodes. Ça, la Kijun Sen, c'est le point moyen sur les 26 dernières périodes. Je ne rentre pas dans le détail, je vous dis, il faut de nombreuses heures pour apprendre l'Ishimoku. Ici, la ligne orange qui compose le bas de ce nuage, c'est la Senkuspan A, la SSA, et au-dessus, c'est la SSB, la Senkuspan B, qui est une droite chirurgicale que j'utilise beaucoup pour trouver des objectifs. Et tout à fait à gauche de l'écran, ici, la ligne décalée 26 périodes en arrière, c'est la Shikuspan, c'est-à-dire le filtre du système Ishimoku, dans le sens où si les prix nous délivrent un signal d'achat ou de vente, il faut impérativement que ce soit confirmé par Shikuspan, qui représente les prix ici et maintenant, mais en clôture, décalé 26 périodes en arrière. Donc si les prix vous donnent un signal, mais que Shiku est bloqué par un prix, une droite, une ligne de l'Ishimoku, une droite chartiste, peu importe, on n'entre pas en position, c'est le filtre du système. Lorsque l'on a un signal sur une unité de temps, il faut basculer sur les unités de temps supérieures, voire inférieures. Supérieures pour valider le mouvement, pour voir si oui ou non le signal est confirmé sur l'unité de temps supérieure. Donc ça, c'est pas quelque chose que je peux vous expliquer ce matin. Et éventuellement, il est possible aussi, ce n'est pas obligatoire, mais il est possible aussi de basculer sur une unité de temps inférieure pour affiner, pour trouver le bon timing d'entrée en position. Donc là, euro USD en weekly. Donc la première chose, selon moi, tout ce que je dis n'est pas forcément vérité, en tout cas c'est ma vérité, mais ma vérité n'est pas la vérité absolue. Selon moi, lorsque l'on ouvre un graphique de l'Ishimoku, le trader qui utilise Ishimoku, la première chose qu'il doit faire, c'est regarder l'orientation du nuage ou des nuages, j'appelle tout le nuage. Ici, nous avons un nuage qui est parfaitement bien orienté à la baisse. Et cela nous dit simplement que la tendance est clairement baissière et que par conséquent il est pertinent et prudent de ne rechercher à faire que des ventes. C'est-à-dire que lorsque le nuage est parfaitement orienté à la baisse comme ça, on va chercher à vendre soit sur cassure de plus bas. Alors donc par exemple, vous voyez sur le bas de ce range ici, là où se trouve ce rectangle, si un chandelier venait à casser ce rectangle, nous pourrions entrer en position pour viser les plus bas qui sont ici, voire d'autres plus bas. On ira chercher l'information sur des graphiques supérieurs. Donc sur cassure où on laisse casser et après pullback. Quand je dis ça, il ne faut pas oublier les pullbacks. Tout dépend du ratio, n'oubliez pas la ratio. On entre sur cassure quand le ratio le permet, de 2 pour 1 vis-à-vis du stop, et quand le ratio ne le permet pas, genre si le chandelier a cassé trop bas, on est condamné à attendre le pullback, et de toute manière c'est sans doute plus prudent. Sur cassure ou sur repli, et donc là nous avons une situation de repli. Donc les prix sont descendus comme ça violemment. Regardez la particularité de la Tenkan Sen qui est en rouge ici, c'est qu'elle colle au prix. Et c'est sur une unité de temps donnée, la droite, la ligne qui est le plus facilement traversée par les prix. Ici, on peut constater que les prix n'ont pas réussi à casser la Tenkan Sen depuis belle lurette. Donc là, on a une autre information. Et dès que les prix s'éloignent trop fortement de la Tenkan Sen, on n'entre pas à la vente. C'est une situation de survente. Cela, vous voyez, la Tenkan Sen colle au prix. Donc dès que les prix s'éloignent trop fortement de la Tenkan Sen qui n'arrive plus à coller au prix, cela veut dire qu'on est en survente. En général, acheter cette accélération baissière est très dangereuse parce qu'on s'expose à un repli des prix qui va permettre à Tenkan de revenir coller au prix ou à une période de range, le temps que Tenkan revienne coller au prix. Vous voyez, ça se produit à chaque fois. À nouveau, là, la Tenkan colle au prix. Ici, les prix s'éloignent trop fortement de la Tenkan. Donc, les gens qui rentrent sur accélération baissière ici, en imaginant qu'ils sont en train de rater le mouvement, malheureusement pour eux, ils subissent le pullback qui permet à Tenkan de revenir coller au prix. Et ici, il se passe enfin quelque chose d'important, c'est-à-dire que les prix, pour la première fois depuis août 2014, réussissent à... Août 2014, bah dites donc réussissent à casser la Tenkan Sen et viennent se replier sur la Kijun Sen plate qui est ici. La Kijun plate, lorsqu'elle se met à plat lors d'un mouvement de tendance comme ça, représente 50% de retracement de Fibonacci. Donc tout ça veut dire que les prix ont retracé 50% jusqu'à la Kijun Sen pour reprendre la baisse. Sauf que il n'arrive plus maintenant, ici et maintenant, à dépasser ce seuil qui est ici de 1,0830, on va dire 1,0830, vous voyez, 1,0830. Donc là, tout simplement, nous sommes en train de rentrer dans une période de range.
Les plats de l'Ishimoku, ici et maintenant, lorsque les prix y sont confrontés, ce sont des niveaux de support et résistance, et aussi en extension. Donc qu'est-ce que ça veut dire en extension? Je vais prendre par exemple la ligne qui est ici. Vous voyez, ici, là où se trouve ma souris, je ne sais pas si vous voyez ma souris, quand je suis chez moi, j'ai des outils pour que les gens voient bien où se trouve ma souris. On a un morceau de plat Tenkan. Donc à partir de ce morceau de plat Tenkan, les anciens plats Tenkan, Kijun, veuillez m'excuser, Kijun, les anciens plats Kijun jouent aussi un rôle de résistance ou de support. Et regardez comme Ishimoku est un système qui nous permet d'obtenir des seuils absolument chirurgicaux. C'est absolument étonnant, épatant, époustouflant de voir comme les prix, une fois qu'ils sont sortis de ce range ici, sont venus chercher. On en parlait avec Kali sur Twitter, hein, on parlait des 1,1540 et moi je parlais aussi des 1,1680 qui doivent être ici. C'était l'objectif à atteindre lorsque l'on est sorti sur les graphiques H4, etc. de ce range. Regardez comme la précision chirurgicale de l'Ishimoku, hein. Donc je fais un petit coucou aux gens qui parlent d'Ishimoku en tant que phénomène de mode. Si c'était un phénomène de mode, ça ne marcherait pas tel que ça marche comme ça. Donc ici c'est absolument magique, on a les prix qui sont venus chercher ce niveau de Kijun en extension. Tout ancien plat Kijun ou ancien plat quoi que ce soit en extension est aussi un niveau de résistance. Et les prix ici sont en train, on est vendredi, donc on va clôturer ce soir en train de faire une étoile filante. Si ça clôture un peu plus bas, il n'est pas impossible qu'on ait un doji, on le verra aussi. Et aussi, ce qui est très intéressant, un soulèvement, c'est-à-dire une mèche haute, au-dessus de la borne haute de ce range. Vous voyez, les prix sont venus taper le plat Kijun qui est ici, font se replie, la mèche, vous voyez, les vendeurs, les acheteurs sont repoussés violemment par les vendeurs qui ne veulent pas les laisser sortir de ce niveau, de ce cadre, de ce rectangle. Ils repoussent les acheteurs vers le bas qui en plus ont pris des bénéfices ici, et donc on réintègre le range avec une étoile filante ou peut-être un doji, on verra de quoi il s'agit ce soir en clôture. Une augmentation de volume considérable en bas qui n'est rien d'autre que le reflet de la bataille. Cette augmentation de volume nous indique qu'ici il y a eu une forte lutte pour ce seuil et que finalement les acheteurs ont été repoussés par les vendeurs qui sont en train de gagner la bataille. Et donc, puisqu'on me demande de faire des prévisions, même si je ne suis pas Madame Soleil, et je le dis, je répète, tout dépendra aussi de ce qui va se passer sur les marchés qui ont été très volatiles par rapport à des, en fonction des fondamentaux, hein. Mais techniquement, cette étoile filante comme ça, ce soulèvement au-dessus de la borne du range ici, avec cette augmentation de volume après être venu taper le niveau de Kijun ici, laisse à penser que nous pourrions très probablement, puisque en trading selon moi il n'y a jamais de certitude, il n'y a que des probabilités, et donc même si on a une probabilité très forte, cela n'implique pas la certitude de gagner le trade, mais si on s'appuie sur les probabilités, qu'on a un bon money management plus une recherche de ratio de 2 pour 1, même si on perd un trade ou deux de temps en temps, on finira de toute façon par gagner et par gagner de l'argent, ce qui nous intéresse. Donc la probabilité ici, suite à toutes les raisons que je viens de vous indiquer, de revenir chercher en bas, ici, ce bas du range, à 1,0835, il faut que je regarde parce que j'ai déjà passé un quart d'heure, il faut que je me dépêche, à 1,0835 est très probable. Donc moi je verrai bien dans quelques jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 jours, en fait en réalité j'en sais rien, je verrai bien l'euro USD revenir à 1,0835 ici. Donc aujourd'hui vendredi, je ne dis pas qu'il faille rentrer en position, mais par exemple si nous avions été, ou par exemple lundi prochain, si on se retrouve dans cette configuration et qu'on veut faire du swing trading, il est selon moi tout à fait possible d'entrer à la vente sur ce point ici, mettre le stop ici au-dessus des 1,1780, parce que si on casse ce niveau, c'est probablement, la Chikuspan, elle cassera aussi ces niveaux, c'est probablement pour aller chercher plus haut, au minimum le plat Tenkan qui est ici, voire la SSB, voire carrément le haut du nuage, la SSB qui est ici, d'accord. À ce moment-là, le nuage twistera et nous aurons un grand moment de trading range, parce qu'après de forts mouvements, très souvent on fait du trading range, on pourra trader le range. Donc si lundi par exemple on ouvre de la sorte, une fois qu'on a passé les stats, etc., en affinant sur les unités de temps inférieures, on va y revenir, on peut en swing trading placer le stop au-dessus de cette droite, d'accord, et ensuite si on vise le bas du rectangle, on regarde si on a le ratio de 2 pour 1, donc là je ne vais pas calculer, mais il me semble qu'on n'a pas le ratio de 2 pour 1, donc on ne peut pas le faire, donc on est condamné d'attendre que les prix remontent un petit peu pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle, bon après si on vise les plus bas ici, là on a le ratio, mais il est difficile et délicat de viser les plus bas ici tant qu'on n'a pas cassé ce seuil qui fait
support, c'est très clair ici. Donc pour cela, on va par exemple basculer sur le daily pour que vous compreniez un petit peu l'utilisation de l'Ishimoku. Et le daily nous permet d'obtenir deux plans de trading. Vous voyez, le range, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on regarde toujours le nuage. Donc quand vous avez un nuage orienté à la baisse comme ça, on cherche à vendre. Lorsque vous avez le nuage ou les nuages qui se mettent totalement à l'horizontale, qui n'ont plus d'orientation haussière ni d'orientation baissière, qui se mettent totalement à l'horizontale, qui twistent sans arrêt, on a les plus hauts ici, les plus bas ici, on fait du trading range, c'est très simple. Et donc le trading range, c'est beaucoup plus simple lorsqu'il y a des soulèvements au-dessus du range ou des ressauts en dessous du range, qu'on clôture près des bornes. À ce moment-là, on entre à l'achat ou à la vente, on met le stop au niveau de la mèche en haut ou en bas et on vise l'opposé, voire la zone d'équilibre qui est au milieu. Bon, mais ça, je l'ai expliqué déjà en long, en large, en travers, je ne vais pas vous saouler avec ça une nouvelle fois. Donc vous voyez, je vous disais que si on entrait là, ici, un lundi, on n'avait pas forcément le ratio, bon, parce que là, ça m'étonnerait en visant ici et en mettant le stop ici au-dessus, même s'il y a beaucoup de pips, ne vous inquiétez pas, hein. Les gens ont peur, des fois, quand on leur dit, on swing trading, il y a un stop de 250 pips, mais on s'en fout, puisque de toute manière, on ne risque que 1% du capital. Donc si vous avez 2000 €, même si vous mettez 250 pips de... Voilà, vous tradez à 1 centime le pip ou je ne sais pas quoi, et ça ne vous fera pas une perte de plus de 20 €, donc peu importe la quantité de pips. C'est très 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 important que de retenir cela. Si on trade toujours à 1 € le pip, bien évidemment, on se prive de ce genre de position. Donc si on met le stop ici et qu'on cherche le bas du range ici, on n'a pas forcément le ratio de 2 points. Donc après une telle chute comme ça, donc ces chandeliers sont la mèche, hein, tous ces chandeliers haussiers comme ça et tous ces chandeliers sont la mèche qu'on observe sur le weekly, le soulèvement. Donc là on a deux possibilités. Vous voyez, la Kijun a été reprise ici, hein, parce qu'on aurait très bien pu taper ce niveau, s'appuyer sur la Kijun et remonter pour venir casser ce niveau. Mais là, vu le soulèvement weekly, à mon avis, ma prévision c'est qu'on va venir chercher le bas du range. On verra la semaine prochaine si ma prévision est bonne ou pas, même si je ne suis pas Madame Soleil, ce n'est que probabilité. Cependant, on peut quand même préparer deux autres types de plans de trading. Par exemple, ici, on va voir que si les prix revenaient sur ce niveau de Tenkan, voire reviennent chercher le haut du range ici, à ce moment-là, si on a un nouveau soulèvement sur le daily, ce sera le bon timing pour shorter et venir chercher le bas du range. Et à ce moment-là, vous voyez, on aura un ratio supérieur à 3 points. Ça se voit à l'œil nu, d'accord? De la même manière que si les prix, donc là on n'est pas pressé, vous voyez, on va laisser les prix revenir sur ce niveau, puisque là de toute façon c'est trop tard pour rentrer. Si les prix reviennent sur ce niveau et cassent ce niveau, à ce moment-là, mon plan de venir chercher, ma prévision de venir chercher le bas du range ici, est totalement invalidée. Et à ce moment-là, nous aurions un signal d'achat pour venir chercher ce niveau et les autres niveaux que nous avons vus sur le weekly. Maintenant, si on veut affiner davantage, on va basculer sur H4. Donc on va essayer de préparer tout ça. Donc là, dans un range, il y a toujours une tendance sous-jacente, hein, vous voyez. Dans un range, il y a toujours une tendance sous-jacente. Donc là, ça nous offre différentes possibilités. Toujours le même plan, hein, on a toujours le même plan de trading qui est venir chercher ce niveau. Donc là, on avait éventuellement un superbe signal sur le chandelier qui est ici. Vous voyez, on avait cassé le plan. Bon, il aurait fallu attendre sur ce chandelier. On est remonté, on a fait un pullback pile poil, regardez, sur ce niveau de plat Kijun qui est ici. Encore une fois, la précision de l'Ishimoku, ainsi que sur le niveau de SSB qui est ici. Hein, vous voyez, je vais le faire pour vous, pour que vous n'ayez pas de doute sur la précision PIM. Voilà, je regardais le plat Kijun qui est ici, les prix ont hésité, l'ont cassé, sont revenus le tester. C'est aussi un plat SSB qui est ici, on a fait un pullback ici, et là on avait le signal parfait pour entrer en position. Bon, on n'est pas dedans, donc si on n'est pas dedans, qu'est-ce qu'on fait? Si on est dedans, on laisse courir, hein, on peut éventuellement remonter le stop. Voilà, donc là, vous voyez, si les prix reviennent sur ce niveau, voire même sur ce niveau, et qu'on fait le fameux soulèvement dont je vous parle, on a un superbe signal pour aller chercher le bas du range qui est ici. Si les prix viennent à casser le haut de la SSA qui est ici, au-dessus de la Kijun, ici, on a un signal d'achat en intraday pour venir chercher ce niveau, et éventuellement pour aller chercher davantage en swing trading. Si ce plan ne se produit pas, il y a une troisième possibilité toujours pour garder le même plan. Vous voyez, le trading c'est une question de patience. Là, on est tel le félin caché derrière notre fougère et on ne sait pas par où va passer l'antilope. Donc on se dit, si elle passe par là, on fait ceci. Si l'antilope se cache par ici, on fait ceci. Mais si elle est maligne et qu'elle revient à casser cette droite de tendance à l'intérieur du range, dans un range il y a toujours une tendance sous-jacente, à ce moment-là, on peut laisser casser, puisqu'il faut aussi que Chikou, le filtre du système, casse ce seuil, et lorsque l'on fera un pullback sur ces niveaux, à ce moment-là, les lignes de l'Ishimoku vont redescendre, hein. Je ne peux pas vous faire un cours sur l'Ishimoku, mais on redescend, la Kijun va se retrouver par ici, et on aura la possibilité d'entrer en position par ici, toujours pour venir chercher le bas du range qui est ici. Donc, conclusion, sur l'euro USD, ma prévision, c'est qu'on va venir chercher le bas du range ici, je vous ai expliqué pourquoi, je vais très très vite, je m'excuse vraiment platement pour les
débutant, si vous avez du mal à suivre, c'est normal. Si vous ne connaissez pas l'outil, et en plus je vais très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc ma prévision, c'est qu'on va venir chercher le bas du range ici. Donc pour rentrer en position, là maintenant on peut plus le faire, on n'a plus le ratio. Puis de toute façon, un vendredi après-midi, ce ne serait pas très pertinent. On attend un pullback sur cette zone. Si sur cette zone, on a une augmentation de volume, une mèche haute qui clôture à l'intérieur du range, bon ben là c'est super simple, on vise le bas, on a un superbe ratio. Même si on perd le trade en faisant ça, des trades dans ce genre, il suffit de gagner le suivant pour couvrir toutes les pertes précédentes. On ne peut pas perdre d'argent en respectant un money management avec de bons ratios à moyen terme. Au contraire, si les prix cassent ce niveau, on a un signal d'achat pour venir chercher, bon, à affiner bien sûr lundi, pas comme ça, bille en tête, il faudra regarder aussi ce que fait Chikou, on a un signal d'achat et voir éventuellement sur le daily pour venir chercher ces niveaux. Et si rien de tout cela ne se produit et que l'antilope se cache par ici, à ce moment-là, on attend de casser ce seuil. On attend aussi que Chikou vienne casser ce seuil, parce que tout fait obstacle à Chikou. On a un plat SSB ici, vous voyez. Donc là, on peut tracer un superbe niveau de support intermédiaire à l'intérieur du range, puisque même si les ranges vont de borne en borne, ils bloquent quand même sur les supports et les résistances intermédiaires. Et si on casse ce seuil, vous voyez, c'est flagrant. On attend le pullback, et ici, 1,1034, on vient chercher en intraday, voire même un peu plus, en moyen terme, les 1,0813. Voilà. Je vais maintenant basculer, puisque tout le monde en parle, donc je vais maintenant basculer. Alors moi, je ne peux pas regarder les indices si on ne me met pas le SP500. Je suis aveugle sans le SP500. Comment je peux faire pour trouver le SP500? Sylvain, tu es là? Ah, ok. Si on peut me mettre le SP500, ça serait super. Ah voilà, c'est ça. Parce que selon moi, pendant que Yoav, avec qui j'ai fait connaissance, qui est très sympathique d'ailleurs, soit dit en passant, c'est un vrai plaisir de le rencontrer, puis qui s'intéresse à Ishimoku, donc ça me fait vraiment plaisir. Selon moi, c'est un compte démo et donc on peut pas mettre plus de 20 actifs, c'est ça? Voilà, donc juste un tout petit peu de patience. Selon moi, le SP500 est vraiment les talons des indices. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de dire quoi que ce soit sur n'importe quel indice si je n'ai pas regardé d'abord le SP500, puisque à moyen ou à court terme, en tout cas, j'ai la conviction absolue, je l'ai déjà démontré plusieurs fois, notamment en scalping, que le DAX, le CAC, le Dow Jones, etc., sont les petits moutons du SP500. Si le SP500 baisse, il baisse. Merci beaucoup. Et etc. Donc très souvent d'ailleurs quand je fais du scalping ou de l'intraday, merci Yoav, je scinde mon écran en deux et je mets le SP500 et je regarde, parce que ce que je vais vous dire c'est que si vous faites de l'intraday ou du scalping avec le DAX, selon moi, encore une fois, il s'agit de ma technique, de ma méthode, de mes observations. Elles ne sont pas universelles, mais en tout cas elles fonctionnent pour moi. Si vous mettez le SP500 à gauche de votre graphe et le DAX à droite, vous tradez sur du 1 minute, admettons, après avoir fait votre analyse sur du 15, sur du H1, etc. Vous avez tracé vos seuils, tous vos seuils sont très très clairs, comme le fait très souvent Sylvain, et on fait du scalping. Si le DAX casse une résistance, même avec un Marubozu, un passant de ceinture puissant, même s'il y a du volume, et qu'au même moment le SP500 sur le 1 minute est sur résistance et reflue sur la résistance, vous verrez que vous aurez un faux signal du DAX, vous n'irez pas bien loin, et la probabilité de perdre le trade est très importante. Donc même si le DAX casse un seuil important sur le très court terme, il faut s'assurer qu'au même moment le SP500 est en train de le faire, et à ce moment-là c'est bingo. Ok, bon, ça c'est pour la petite anecdote. Donc le SP500, là je suis sur du H4, donc on va basculer puisque on me demande de faire des prévisions plus long terme. Voilà, alors là c'est très intéressant, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ce nuage tout fin comme ça? Bon, mais voilà, là il y a eu une chute phénoménale, vous voyez, là le nuage se met complètement à plat pour nous montrer. C'est intéressant parce que regardez encore une fois les seuils de l'Ishimoku. Si on trace une ligne, une droite au niveau de la SSB, vous voyez ce qui est en train de se passer. Donc là on a eu une chute vertigineuse suite à ce qui s'est passé en Chine. Donc là tout simplement, bon là on avait un superbe magnifique doji qui nous indiquait que le retracement avec de forts volumes, regardez en bas ici, on a les vendeurs essayent d'enfoncer le clou, les volumes augmentent violemment sur ce niveau, sont repoussés, les volumes augmentent à nouveau violemment ici, on a un doji, bon tout le monde se bagarre, donc ce seuil ici, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que ce seuil ici est d'une importance cruciale. Il y a eu une véritable bagarre entre les deux camps, on le voit bien par les mèches, on le voit bien ici, les acheteurs essayent de reprendre la main ici, ils montent, ils se font repousser par les vendeurs, finalement c'est les acheteurs qui recommencent, et cette lutte est matérialisée par l'augmentation des volumes qu'il n'y avait pas précédemment. Excusez-moi, j'oublie d'articuler, il faut que je boive un petit coup d'eau. Sinon bientôt j'articulerai plus du tout, ça va être compliqué.
Donc là on a une chute vertigineuse des prix, et souvenez-vous, lorsque les prix tombent violemment, regardez la Kijun, la Tenkan se mettent complètement orientées à la baisse, ainsi que le nuage futur, hein, ce qui nous indique qu'il n'y a pas de doute à avoir sur le momentum. Ça c'est un mouvement, quand les lignes de l'Ishimoku se mettent comme ça, elles ne servent pas de support ou de résistance, peu importe si ça casse par ici. Ce qui est important c'est quand elles se mettent à plat, et quand la Kijun se met à plat comme ça, je ne vais pas le faire, mais si vous tracez les Fibos, ici, pim, vous voyez ici qu'on a pile poil le niveau de 50%. Bah si, je vais le faire. Donc la question est de savoir si on va essayer de retracer davantage. Hop. Pour aller chercher les 61,8. Voilà. Hein, il faut... Voilà. La Kijun, bon, se met au niveau des 50%. Est-ce qu'on va aller chercher les 61,8? C'est probable. Puisque lorsque l'on casse... Donc c'est toujours complètement baissier pour le moment, d'accord? Et là ce n'est qu'un retracement, donc on a dépassé très légèrement le retracement des 50% hier en clôture. Très souvent lorsqu'on casse un niveau de Fibonacci, on le casse, on revient le tester, vous voyez c'est exactement ce que font les prix actuellement sur la Kijun, la Tenkan et sur le niveau de SSB. Donc regardez la pertinence encore des seuils de l'Ishimoku qui se mettent pile poil sur ce seuil important. Et une fois qu'on l'a retesté, il est très probable qu'on aille chercher les 61,8. Tant qu'on ne dépasse pas les 61,8, je ne pense pas qu'on puisse considérer que la tendance est à remettre en question. La tendance naissante, là, bon, en même temps, c'est un mouvement un petit peu de panique, irrationnel. Vous savez, la bourse, c'est pas très intelligent, hein, c'est totalement irrationnel, ce n'est que psychologie de masse. Donc là il y a un mouvement de panique, là le marché hésite, qu'est-ce qu'on fait? On achète ou on vend? Bon, de toute façon on est toujours dans la phase descendante, donc là on vient s'appuyer sur ce niveau. Alors ce niveau est important parce qu'on est en train de le travailler actuellement, donc là nous pourrions avoir une opportunité d'achat par exemple ici pour viser les 61,8, et ce n'est que si l'on dépasse les 61,8 qu'on pourra dire que la tendance est en train de s'inverser ou de se rétablir. Pour le moment c'est trop tôt. Je vais basculer un petit peu sur les unités de temps supérieures, parce que grâce à cette analyse, on pourra... Waouh! Bon, alors là, par contre, c'est tout autre chose. Regardez le combat magistral, hein, ça c'est un superbe doji, ça c'est quand même relativement haussier, quoi. Hein. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment magique, l'Ishimoku. Regardez comme la Shikuspan n'a pas réussi à casser ce niveau de Kijun. Donc pour ceux qui ne savent pas quels sont les seuils, etc., si vous utilisez Ishimoku, vous avez des informations immédiates. Et là, je suis en train de vous démontrer la pertinence des seuils Ishimoku sur tous les graphiques que l'on a vus jusqu'à présent. Regardez, la Shikuspan, qui est le reflet des prix en clôture, n'a pas réussi à passer ce niveau de Kijun. Et c'est quand même important parce que regardez, depuis 2012-2013, dans cette tendance, jamais les prix n'ont réussi à casser la Kijun qui à chaque fois a relancé la tendance. Là il y a eu aussi un autre mouvement de panique, je ne me rappelle plus de quoi il s'agissait, qui ressemble quelque part à ce qu'on est en train de vivre ici, puis finalement on a fait une étoile du matin avec ce superbe Marubozu passant de ceinture qui a recassé la Kijun, et c'est reparti de plus belle, même si quand même tout là-haut ça s'essouffle et qu'on a une quantité de chandeliers de retournement important qui nous annonçait quand même ce qui allait se passer. Donc là on va voir la clôture ce soir, mais là on a un superbe doji, vous voyez, les prix qui n'ont pas réussi à casser le nuage, donc la SSB. Là si on fait un croisement, il est très probable, bon puisqu'on me demande de faire des prévisions, je me lance dans la prévision. Quand je vois ça et quand je vois que le twist est sur le point d'arriver, je me dis que là il y a une probabilité importante à l'avenir de faire du range comme ça. Bon pour le moment c'est totalement prématuré, vous voyez, avec les lignes de l'Ishimoku qui vont se mettre au milieu comme on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus, sur l'euro USD, et les prix qui vont faire des va-et-vient sur ce niveau. Donc là on a eu déjà le superbe ressaut. Il ne serait pas totalement incohérent d'imaginer qu'on puisse se retrouver là-haut ou par là, je ne sais pas. Il faut attendre un petit peu dans quelques jours. Pour le moment c'est un petit peu indécis quand même les indices. En tout cas les seuils de l'Ishimoku lors de la panique baissière ont été totalement... je vous ai montré sur mon blog, j'ai pris beaucoup de pips, moi j'ai eu cette chance sur le DAX, sur le Dow Jones, les seuils de l'Ishimoku étaient d'une pertinence totale. Donc là je bascule sur le H4. Ouais. Je regarde l'orientation du nuage, bon il reste baissier, peut-être qu'il va twister, bon là on a quand même un seuil important, c'est celui qu'on était en train de visualiser tout à l'heure, et nous on voudrait éventuellement envisager d'aller chercher ici les 61,8, c'est pas évident, il faut passer au niveau de la SS, ah mais c'est possible parce qu'elle n'est pas plate, elle est inclinée.
c'est pas extrêmement évident, donc là pour le moment je suis un peu dubitatif, on est au milieu du gué, vous voyez, on est au milieu du gué, donc là il va falloir d'attendre, si on passe au-dessus des 61,8, là ici, moi je mets une pièce pour aller chercher le haut ici, par contre si on reflue sous les 38,2 de Fibonacci ici, la probabilité de revenir chercher le bas du range ici, puis ensuite casser pour reprendre la panique baissière est importante. D'ailleurs le RSI 21 est complètement à plat sur sa zone de neutralité et ne dit rien d'autre que ce que je suis en train de dire ici. Alors voyons à court terme. Parce que après une analyse de long terme, à partir du weekly, comme on vient de le faire, on peut malgré tout déceler des opportunités intraday. Donc là, c'est très clair, le twist du nuage. Donc là, il va être très probablement possible d'encadrer les prix. Alors on va affiner, mais les prix dans quelque chose un petit peu similaire à ceci. Voilà, là on a eu le doji. Bon ben là à l'heure qu'il est, de toute manière on attend des statistiques cet après-midi. Il y a peu de volume associé, donc ça ne veut pas dire grand chose, mais au minimum, vous voyez, on est revenu chercher la Kijun. Et donc là, on a la possibilité en intraday. Alors je ne sais pas si c'est pertinent à faire un vendredi après-midi après les statistiques, mais pourquoi pas, en intraday. Moi, ça m'arrive de trader le vendredi après-midi. Si on a un ressaut ici après les statistiques cet après-midi, ben, on a un achat pour viser le haut du range qui est ici, ou la zone d'équilibre, avec la zone d'équilibre intermédiaire, les fameuses rotations partielles à l'intérieur des ranges que j'ai expliqué déjà en long, en large et en travers. Si on casse, on a un signal de vente et on peut venir chercher cette extension de SSB qui est ici. Hop. Ouais, c'est quand même relativement clair en intraday, en long terme c'est un peu plus difficile. Et puis si on casse par le haut ici le range, ben, il est à peu près évident non, puisque comme je disais il n'y a jamais de certitude, je vais faire attention à ce que je veux dire, mais il est très probable qu'on aille chercher les 61,8 de Fibonacci là-haut. Donc encore une fois, on a un plan de trading en swing qui n'est pas très clair pour le moment, mais le swing nous permet de déceler des plans de trading en intraday. Donc là il n'y a rien à faire, on pouvait éventuellement acheter ici, là on arrive à l'équilibre, pof, on code le stop à 0 puisque de toute façon il y a les statistiques. Ou en tout cas si on casse ici, la probabilité de venir chercher ce niveau est important, extension de SSB qui est ici. Et si on fait un ressaut ici, on peut entrer en position avec le stop sous le ressaut, on a un superbe ratio, on va chercher le haut du range. Si on casse le haut du range, on va chercher les 61,8 de Fibonacci. Encore une fois, vous voyez, le lion est planqué derrière sa fougère, l'antilope galope et le lion ou le tigre attend le bon moment pour lui sauter dessus. Donc le bon moment c'est ici, ici, ici. Il ne faut pas se tromper parce que si le tigre saute au mauvais moment, l'antilope s'échappe, il ne mange pas pendant une semaine. Donc c'est quelque chose de très important. Donc grâce Après je passe aux questions, je vous promets, je passe aux questions. Il est déjà dit... Waouh, midi moins le quart, ça va très très vite, mais on se retrouvera tous les mardis à 16 h, me semble-t-il, en live pour faire des revues de marché avec plus de temps. Donc cela me permet d'aller voir ce que fait le DAX. Et donc le DAX fait quelque chose de totalement similaire, c'est exactement la même chose, c'est ce que je vous disais, le SP500 fait du range, donc le DAX fait du range, c'est pas compliqué. Le SP500, regardez ici, le DAX casse cette borne basse du range, mais au même moment, comme on l'a vu tout à l'heure, le SP500, lui, ne la casse pas ici et repart à la hausse. Donc par conséquent, le DAX ne peut pas casser tout seul son range et aller chercher le haut du range. On peut être confronté à un faux signal. Par contre, je reviens quelques instants de nouveau sur le SP500. Regardez, il dégouline par ici. S'il vient à casser ce niveau, regardez ce que fera le DAX. Et ce qu'il est en train de faire, le SP500 baisse, le DAX baisse. Donc même s'il a donné un signal probable d'achat ici, si le SP500 n'y va pas, le DAX n'ira pas. C'est comme ça marche comme ça tous les jours, tout le temps, à quelques exceptions près. Quand Draghi annonce tout seul son QE, forcément le DAX monte tout seul et ne demande pas l'avis du SP500. Mais enfin, c'est très très rare qu'il prenne son autonomie comme ça tout seul. Donc là, on a un niveau de support ici. On va pouvoir parler du signal de Sylvain aussi, qui était sympathique. Le chartisme et l'Ishimoku, ça raconte la même chose. C'est juste une façon différente de voir les choses. C'est juste une façon visuelle différente de voir les choses, mais il n'y a pas de raison qu'un bon signal chartiste ne soit pas confirmé par l'Ishimoku, et réciproquement, même si des fois il y a des validations à attendre avec l'Ishimoku. Donc vous voyez ici, il a shorté où Sylvain, quelque part par là, bon mais c'est totalement, regardez là, poum, on a la cassure du range dont je vous parlais ici, vous voyez, ici on a vu une légère augmentation de volume ici avec l'étoile du matin, le paf. Alors tiens, pendant que j'y suis aussi, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait, est-ce que vous avez l'indicateur des chandeliers japonais? Moi les chandeliers japonais j'adore, c'est mon dada, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, je ne peux pas trader sans, et je comprends mal qu'on puisse trader sans d'ailleurs, parce qu'il nous indique vraiment beaucoup de choses. Attention, parce que si vous mettez un indicateur automatique de chandelier japonais, il va vous marquer des haramis, des étoiles filantes, des ceci, des cela, mais n'importe où.
Sauf que un chandelier japonais de retournement, là, par exemple, en plein milieu du guet d'un range, ça ne veut rien dire. Même si l'indicateur vous indique ici qu'il y a un marteau, c'est pas parce qu'il y a un marteau ici qu'on peut en tirer la moindre conclusion. Ce qui est important, c'est sur les résistances, sur les supports, qu'ils soient obliques ou qu'ils soient horizontaux, mais jamais n'importe où au milieu, sinon ça ne marche pas et au contraire ça vous donnera de mauvaises indications. Donc c'est pareil, hein, vous voyez le DAX, on va prendre, tout à l'heure je suis parti du weekly pour redescendre sur le 15 minutes, et puisqu'on me demande de faire des prévisions, on va faire le contraire. Donc admettons, on va dessiner un faux chandelier, supposons que cet après-midi, après les statistiques, nous ayons un chandelier, un beau passant de ceinture, comme ça par exemple, volumineux, qui viennent casser la borne haute du range. Bon, déjà il faudra s'assurer que au même moment le SP500 n'est pas sous résistance, puisque sinon on n'ira pas loin avec le DAX. Et donc si on a une cassure comme ça, comme disait Sylvain, les cassures sont souvent de bons signaux. Si on a une cassure comme ça, quel est l'objectif que l'on peut atteindre? Bon, déjà on fixera le stop. Une fois qu'on aura fixé le stop, on met toujours 1% de perte maximale, et puis il faut qu'on obtienne un ratio de 2 pour 1, donc jusqu'où on peut aller. Donc à ce moment-là, on fait le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. On bascule sur les unités de temps supérieures. Là, je vais aller directement au H4. Bon, le H4 ne me donne pas énormément d'informations. Vous voyez, c'est ça, le petit trait, c'est mon chandelier. Donc j'ai pas là j'ai de l'information déjà, vous voyez. Le plat SSB qui est tout à fait à droite de l'écran ici me donne déjà une cible. Ouais. Et ensuite, juste en dessous, j'ai un plat Tenkan ici sur la gauche. Donc comme on est vendredi, on va s'en suffire de faire de l'intraday. Donc si on casse ici le range à 10 379, la probabilité d'aller chercher 10 445 est importante. Donc je vais regarder sur le daily s'il n'y a pas quelque chose qui... Ah ben vous voyez, c'est la Kijun qui se trouve juste ici, donc 50% de retracement, hein, que le SP a déjà fait, et que le DAX n'a pas encore fait. Donc si on vient à casser le range ici, on a des niveaux intermédiaires ici, et la probabilité d'aller chercher la Kijun ici. Donc le signal est correct. Donc là, sur le DAX, on est totalement baissier, ce n'est juste qu'un retracement. Pour le moment, on n'a même pas encore atteint les 50%. En fonction de ce que fera le SP, on verra ce que fait le DAX. Je regarde sur le weekly, j'ai pas d'obstacle pour le moment ici juste au-dessus de ce que j'ai. Voilà, alors regardez où se bloquent actuellement les prix, hein, le haut du range que je marque pile poil sur un niveau de plaque Kijun qui est ici. Encore une fois, la pertinence incroyable de l'Ishimoku est pile poil sur un niveau de SSB qui est ici, au pip près. Hein, j'insiste sur le au pip près. Il n'y a pas beaucoup de systèmes de trading qui nous donnent des informations aussi précises, et cela démontre qu'il y a énormément de monde de par le monde et des gros qui investissent beaucoup d'argent, qui utilisent Ishimoku, sinon ceci ne marcherait pas. Donc bon, il n'y a pas d'obstacle visiblement. Là c'est quoi? Là on est à combien? Là 10 282, donc on repart sur le 15 minutes. 10 282, c'est où 10 282 10 000, bon j'en sais rien, de toute façon on sera passé au-dessus. Voilà, c'est par là, donc ça n'a aucun intérêt. On sera passé au-dessus. Donc vous voyez, les lignes que j'ai tracées sur les unités de temps supérieures restent à l'écran sur le 15 minutes. Si j'ai un chandelier qui casse comme ça, ben là de toute façon j'aurai plus le ratio. Par contre, si j'ai un chandelier qui casse comme ça, j'ai le ratio pour aller chercher. Par contre, s'il casse comme ça, ben on attend un pullback. Toutes les lignes de l'Ishimoku vont remonter pour nous donner des niveaux de support. On attend un pullback dessus. Notamment, on peut se servir des chandeliers japonais sur le pullback, sur la Kijun qui remonterait ici. Si on dessine des lignes de renversement, genre par exemple marteau, je sais pas moi, tous les lignes de retournement haussier qu'il y a, sur le 5 minutes par exemple, ben on a notre signal, on bascule, on regarde ce niveau sur le 5 minutes, les chandeliers japonais qui nous racontent, s'ils sont de retournement, on a notre signal, on met le stop sous la mèche, on a notre signal pour viser ce niveau. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais regarder vos messages. Est-ce que Yoav, tu peux m'aider à appuyer sur tous les boutons? Et donc il y a beaucoup de... Oui, j'ai mis un pull pour endurer le froid parisien, mais aujourd'hui il fait meilleur. Hier, je suis arrivé dans un quartier très sympa. Je suis allé visiter la rue des Mouftards, que je ne connaissais pas. Vraiment sympa, avec à la fois des gens qui vendent du fromage de chèvre, à la fois des gens qui vendent des nems, à la fois des kebabs, et des charcutiers avec tout rose avec la grosse moustache d'antan. C'était super, j'ai bien apprécié, mais sous la pluie, et aujourd'hui il fait beau. Et je ne sais pas le temps qu'il fait à Bordeaux. Alors les réglages pour l'Ishimoku, c'était une très bonne question. Les réglages de l'Ishimoku doivent être laissés par défaut. Pourquoi? Comme j'expliquais à Yoav ce matin qui me posait la même question, et c'est une question extrêmement pertinente, ils ont été conçus, ces réglages, à l'époque du trading du riz dans les années 60,
où les marchés étaient ouverts 6 jours sur 7 au Japon, je ne veux pas dire de bêtises, et donc les réglages de l'Ishimoku étaient calés et calculés en fonction de ces horaires et de ces jours de trading. Aujourd'hui, ça a totalement changé, on ne traite plus que 5 jours sur 7, donc il serait logique, et c'est ce que proposent certaines personnes sur Internet, de changer les réglages de façon à les adapter aux jours de trading actuels. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les gros, ceux qui font bouger le marché, pas moi, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui investissent des millions et qui utilisent Ishimoku, je viens d'en faire la démonstration, il y en a beaucoup, sinon ça ne marcherait pas. Si ça marche, c'est parce que c'est utilisé par les gros, sinon un système qui n'est pas utilisé par personne ne fonctionne pas. Donc vous allez comprendre très bien, eux n'ont jamais changé les réglages. Personne dans les salles de marché n'a changé les réglages. Donc je reprends un tout petit peu la souris, vous voyez, là je fais au hasard cette Kijun qui est ici, là où se trouve ma souris. Si vous changez les réglages, elle ne sera pas là. Donc pourquoi est-ce que ça réagit encore une fois au pipe près ici ? Ça réagit parce que tout le monde, dans le monde entier, toutes les personnes qui utilisent Ishimoku dans les salles de marché n'ont pas changé les réglages. Et le marché, c'est bête. Donc tout le monde massivement réagit. Si vous avez une droite chartiste, tout le monde va réagir quand les prix vont taper la droite chartiste. Ishimoku, c'est pareil. Tout le monde voit de par le monde au même moment que les prix sont en train de réagir sur cette extension de plaque Kijun. Donc c'est la raison pour laquelle on a une petite bataille en ce moment qui se réalise. Est-ce qu'on casse ou est-ce qu'on casse pas ? Si vous changez les réglages, vous aurez une Kijun qui sera je ne sais où. Il n'y aura que vous qui verrez ce seuil et donc les prix ne réagiront pas sur ce seuil parce qu'il n'y aura pas le phénomène psychologie de masse. Alors d'autres questions ? Oui. Ouais. Phil Rx m'explique que le Fibo, salut Patoche, salut Phil, alors... Lequel des deux bouge en premier, le SP500 ou le DAX? On s'en fout, des fois c'est le DAX qui l'anticipe, mais ce qui est important c'est pas de savoir lequel bouge en premier, parce que en même temps ce serait trop facile, sinon tout le monde gagnerait de l'argent, il faut que ce soit un petit peu plus complexe. La question n'est pas de savoir lequel bouge en même temps, mais si le SP casse une résistance avant le DAX, il est fort probable que le DAX va casser sa résistance. Il m'est même déjà arrivé, je ne sais pas bien, il ne faut pas le faire, de rentrer même sous résistance avec le DAX, sachant que le SP avait cassé sa résistance. Le cas contraire, si le DAX casse sa résistance et que le SP ne l'a pas cassé et reflue sous sa résistance, bah à ce moment-là on n'entre pas sur le DAX, on attend que le SP... pardon, quand je dis on s'en fout, je suis mal poli, on s'en fiche, veuillez m'excuser. Quels sont les UT que tu conseilles pour l'intraday? Ben, voyez, là je viens de vous démontrer aussi que tous les chemins mènent à Rome. Vous voyez, le DAX, on est parti du le DAX, on est parti du M15 pour aller au weekly, et je sais plus tout à l'heure, l'euro USD, bon ben là il n'y a plus, mais peu importe, puisque le SP... merci, l'euro USD. On a vu tout à l'heure qu'on était parti depuis le weekly et qu'en partant pour le weekly, on a trouvé une opportunité intraday. Bon, il n'y a pas de... Moi, j'apprécie pas les livres ou les gens qui disent pour l'intraday c'est le 15 minutes, le 1 heure, le H4, ou le 5 minutes, nanani. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Ce qui est important, c'est comprendre comment fonctionnent les tendances. Et ça n'a rien à voir avec Ishimoku. C'est quelque chose de compliqué. Pour moi, en tout cas, quand j'ai débuté, c'était très compliqué. Et tant que je ne comprenais pas ça, je ne pouvais pas comprendre l'Ishimoku. Comment les tendances s'imbriquent les unes dans les autres. C'est une histoire de poupée russe. Vous voyez, on a vu tout à l'heure que la mèche weekly de l'euro USD était plusieurs chandeliers. Donc une fois qu'on a compris ça, peu importe à partir de quelle unité de temps on va se déplacer pour faire de l'intraday. Bon, mais ceci dit, quand je fais de l'intraday, même s'il m'arrive d'aller vérifier sur des UT élevés pour valider tout ça, quand je fais de l'intraday, je base mon analyse sur le H4 pour tracer tous mes seuils, la tendance, etc. Ensuite, je regarde bien ce qui se passe sur le 15 minutes et j'entre directement à partir du 15 minutes en ayant les seuils H4 en tête, je zappe le H1 et j'affine ou voire même j'anticipe tout cela sur le 5 minutes. Mais lorsque je reviendrai vers vous lors des émissions régulières que je ferai avec FXCM sur l'Ishimoku, je vous expliquerai une règle importante. Avec l'Ishimoku, on peut anticiper. C'est-à-dire que si vous attendez un signal H4, le problème c'est que si vous attendez la clôture du chandelier, parce que je ne traite toujours qu'en clôture de chandelier, jamais en cours de chandelier, c'est pour ça que je déteste les OC, puisque les OC ne tiennent pas compte des clôtures et peuvent se déclencher avec une mèche, et puis après on est dans le caca, comme l'euro USD on a vu tout à l'heure sur le weekly, vous voyez, je vous montre. Les gens qui ont mis un OC ici, manque de peau, ils ont perdu leur trade. Parce que si on attend la clôture, on ne peut pas perdre le trade, puisque de toute façon, il faut attendre
que le chandelier clôture. Par contre, attendre la clôture weekly, ça implique qu'après on puisse par exemple ne plus rentrer en position. Donc parfois il est possible d'anticiper un signal weekly sur le daily ou sur le H4 en respectant une règle d'or qui est la suivante: la clôture de l'unité de temps supérieure prime toujours sur l'unité de temps inférieure. C'est-à-dire que si vous entrez sur cassure H4 et qu'en clôture daily le signal est invalidé, on sort immédiatement, on prend nos pertes sans jamais avoir espoir que ça se retourne, voire même avant le stop. Mais ça, j'en reparlerai de façon plus détaillée. Alors, bonjour monsieur, c'est bien gentil votre discours, mais si je reprends votre exemple d'un compte de 2000 €, mon risque max serait de 20 €, ce qui implique une taille de position faible qui permet rarement de gagner beaucoup d'argent, ou un stop très rapproché pour une taille de position plus importante, qui risque d'être rapidement touché. Ne croyez-vous pas qu'il serait plus honnête de dire clairement que si on veut respecter un money management de 1% et gagner de l'argent avec une taille de position, un capital bien supérieur à 2000 € est indispensable? Oui, alors je ne pense pas avoir été malhonnête. Tout dépend de ce que l'on veut. Si l'on veut gagner de l'argent rapidement, vous avez raison. De toute façon, que vous ayez un capital de 2000 ou de 200 000, tant que vous ne respectez pas, selon moi, je dis bien selon moi, je ne dis pas que c'est la vérité, si vous ne respectez pas des règles strictes de money management, de gestion de vos émotions, de vos pulsions, il vaut mieux avoir un capital de 2000 €, ça sera moins douloureux à perdre qu'un capital de 200 000 €. Après, une fois qu'on a géré nos pulsions, nos émotions, qu'on est capable de faire du trading, avoir de la patience, qu'on ne joue plus au trading comme on joue au casino et qu'on respecte cela, il est évident que pour tout dans la vie, c'est une injustice, mais qui est malheureusement factuelle, c'est-à-dire que toutes les personnes possédant un gros capital ont plus de chances de faire du business que celles ne possédant un petit capital. Cependant, il arrive aussi qu'il y ait des gens dans leur garage, en vendant 3 CD, qui deviennent des multinationales du disque. Donc, pour répondre concrètement à cette question, je vous dirais que c'est une question de patience. Je vous invite à prendre un tableur Excel, vous avez un capital de 2000 €, et imaginez que vous gagnez 3, 4, 5% par mois, d'accord? Donc 10% de 2000 € c'est 200 €, 5% c'est 100 €, et puis ça, vous l'investissez sur votre compte de trading sans jamais le retirer. Et vous allez voir qu'au bout de 3-4 ans, votre capital de 2000 €, il devient un capital de 20 000 €. À ce moment-là, vous commencerez à gagner, à envisager beaucoup plus d'argent. Mais sinon, c'est vrai qu'avec 2000 €, il est difficile d'envisager, selon moi, de gagner beaucoup d'argent et qu'il vaut mieux avoir un capital important. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous avez un capital de 2000 € que vous devez risquer davantage et mettre des stops courts. Ça, c'est, si vous mettez des stops courts, vous ne les mettez pas par rapport à des seuils techniques et donc, à mon avis, ça ne fonctionnera pas. J'espère avoir répondu avec honnêteté. Alors, dire que la bataille et que le niveau vient de la Kijun, un raccourci un peu facile. Bon, mais alors je me rappelle plus où est-ce que j'ai dit ça. C'est un raccourci un peu facile. Alors, il faudrait me rappeler sur quel... oui, ça j'ai bien vu que c'était Philirix, mais il faudrait me rappeler sur quel graphique. Donc Phil, ce que je vais te dire, non, il y a des gens qui prétendent, qui écrivent des choses et qui prétendent que lorsque l'on est en tendance et que les prix reviennent chercher la Kijun, on a forcément la possibilité d'entrer à l'achat ou à la vente, et tu as raison, ceci n'est pas vrai. Pardon. Je vais reprendre le graphique et je vais te montrer de nouveau le SP500. Tu as tout à fait raison, ça l'est ou ça ne l'est pas. Si on reprend le SP500 ici, tu peux constater qu'à chaque fois que les prix reviennent chercher le plat Kijun qui correspond à 50% de Fibonacci, les prix repartent à la hausse. Mais tu as tout à fait raison, il n'y a aucune obligation, ce serait trop facile encore une fois, que ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que l'on regarde si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est comme le chartiste, si à chaque fois que les prix viennent taper une oblique, on repart à la hausse, on trade l'oblique jusqu'à ce qu'elle casse dans le sens inverse, comme ici ou comme ici. Mais il y a d'autres exemples, je sais pas, moi tout est en range, mais... prenons par exemple, ben voilà, là on a un exemple sympathique, tu vois, on casse un range sur le NZD-USD H4, avec ce chandelier on casse un range, on revient ici s'appuyer sur la Kijun, on repart à la baisse et ça repart là où ça ne fonctionne pas. Donc je ne dis pas que la Kijun est un seuil sur lequel il faut obligatoirement et à tous les coups. Il ne faut pas me faire dire à moi ce que d'autres ont écrit dans certains livres. Voilà. Moi je n'ai pas dit ça. Oui, alors, je peux répondre à ça. Pourquoi tant de... Alors, pourquoi tant de différences en Ishimoku suivant les plateformes MT4, TS2 et d'autres? Donc, vous dites que tout le monde a les mêmes seuils Ishimoku et faux. Bon, les questions, est-ce que les questions sont destinées à essayer de contredire ce que je dis, ou il faut être un petit peu positif aussi. Mais ceci dit, vous avez raison.
il y a différents fuseaux horaires sur lesquels clôturent les chandeliers, sur lesquels s'alignent les plateformes. Et chez FXM, il faudra demander à FXM, moi je ne suis pas de la maison donc je ne peux pas répondre à ça. Chez FXM, il est vrai que la plateforme MT4 s'aligne sur des horaires de je ne sais quel marché, et donc les chandeliers H4 clôturent à 17h, 22h, enfin 17h pardon, 21h, minuit, etc. toutes les 4 heures. Sur la TS2, les clôtures de chandeliers sont alignées à un autre marché et le H4 clôture à différents horaires. Cependant, de par le monde, il y a ces deux types de... Allô, allô, non, je m'entends moi. Faut peut-être inverser les fils. Allô, allô. Là c'est bon, excusez-moi, j'ai roulé avec le fauteuil sur le fil du casque et je l'ai débranché. Donc on disait quoi? Oui, et donc il n'y a que ces deux fuseaux horaires qui sont utilisés majoritairement, donc dans certaines salles de marché, et voilà. Après, vous ne pouvez pas dire que c'est faux, puisque vous l'avez vu à l'écran. Que ça fonctionnait, que c'était chirurgical, et j'ai aucune raison, moi je vends pas Ishimoku, hein, je suis pas un marchand d'Ishimoku, donc j'ai aucune raison de dire des choses, ce ne sont que mes observations. Après sur la MT4, il y a un chandelier par semaine qu'on ne peut pas enlever, il y a un chandelier supplémentaire par semaine, et donc ça pose problème, et c'est pour ça que sur la MT4 d'FXM, etc., je déconseille fortement d'afficher l'Ishimoku, puisqu'il est faussé, les lignes sont trop longues. Cependant, ça fonctionne quand même parce que l'Ishimoku s'adapte au chandelier qu'il y a sur le graphique et pas le contraire. Alors voyons. Non, en scalp, alors on me demande, est-ce qu'en scalp c'est pareil ou il y a des UT à respecter? Donc en scalp c'est exactement la même chose, hein. C'est une question d'unité de temps. Moi je fais mon analyse sur le 15 minutes, une analyse générale, je regarde s'il y a des seuils importants sur les unités de temps, genre daily, weekly, etc. Ensuite je bascule tout ça sur le 15 minutes, je trace un petit peu comme Sylvain aussi, hein, toutes les lignes, tous les plats de l'Ishimoku sur le 15 minutes, je regarde si on est en range ou si on est en tendance. Si on est en range, je me fiche un peu des lignes de l'Ishimoku, puisque je ne l'ai pas montré là, mais je l'ai montré à d'autres moments. Vous observerez qu'en range, les lignes de l'Ishimoku se mettent à plat au milieu et deviennent des passoires, c'est-à-dire que les prix et la Shikuspan passent à travers les lignes de l'Ishimoku comme dans des passoires jusqu'à ce qu'on sorte du range. Par contre, si on est en tendance, à ce moment-là, je trace les seuils importants dans la tendance, je bascule le tout ensuite sur le 1 minute, je mets le SP500 avec lequel j'ai fait exactement la même chose sur la gauche de mon écran, et je traite sur le 1 minute. Allez, encore deux questions. Ah, là je m'entends moi-même. Là je sais pas, mais je m'entends très fort dans mes écouteurs. Il n'y a plus de son? Bon, faut arrêter là de toute façon. Donc bon, on me dit d'un côté qu'il y a des problèmes de son, d'un autre côté on me dit qu'il n'y a pas de problème de son. Voilà. Donc dernière question, gros avantage de l'Ishimoku, considérer le couple Kijun Tenkan comme un nuage transparent plus rapide que le vrai nuage coloré. Isn't it? Je ne sais pas. Et peut-être que c'est... Je vous remercie beaucoup de cette observation, mais effectivement, pourquoi pas, puisque la Tenkan c'est la moyenne de... la SSA c'est la moyenne de Tenkan et Kijun et la SSB des 52 dernières périodes, donc on pourrait très bien imaginer avoir un nuage aussi entre Tenkan et Kijun. Mais après, moi je suis pas un dogmatique de l'Ishimoku, hein. Si des personnes font des découvertes que je n'ai pas fait avec l'Ishimoku, une utilisation de l'Ishimoku qui ne serait pas traditionnelle et que ça fonctionne, mais moi je dis génial, bravo. Aucune raison d'avoir des dogmes. Alors Lilou, merci Patrick pour ton webinaire très intéressant. Je débute complètement, mais ce genre d'émission donne de la confiance et de l'espoir. Très à l'aise à l'oral et très bon formateur. Je te remercie encore, c'est moi qui te remercie Lilou. Tu reviens quand? On en veut encore de tes analyses. Bah écoutez, a priori Sophie, je vais revenir dans le cadre de mon partenariat avec FXM à partir de septembre, on verra quand exactement, tous les mardis à 16h, faire des revues de marché plus complètes, et puis je vous invite aussi à venir visiter mon blog. Pour trader les indices, regardez SP ou Do, c'est idem. Le SP, puisque le Do en général suit le SP aussi. Voilà, j'ai passé un grand moment de plaisir en votre compagnie.
Je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter. Je remercie FXM de m'avoir invité. N'hésitez pas à taper Ishimoku dans Google. Vous tomberez sur mon blog, sur les offres de formation en partenariat avec FXM, sur les offres spéciales, sur le forum. Je fais presque tout gratuitement tous les jours pour partager ma passion. La seule chose que j'ai à vendre, c'est des formations de temps à autre. Et il y a un onglet aussi témoignages où vous pouvez regarder ce que les gens ont pensé de ces formations. En tout cas, merci de votre écoute. À bientôt pour les prochaines conférences de la journée. Et je vous souhaite un excellent appétit. Merci. Alors merci pas trop à toi Patrick, on te remercie de ta venue chez DailyFX, c'était un réel plaisir d'assister justement à ta démonstration Ishimoku, donc qui a été très appréciée, je vois sur le chat, on dit merci Patrick, très intéressant, etc. Donc Patrick, vous pourrez retrouver dès la rentrée sur DailyFX, sur les ondes DailyFX en tout cas, quotidiennement, donc enfin, non pas quotidiennement, je m'excuse, de façon hebdomadaire, ça sera, il me semble, à 16h, donc il y aura un créneau soit lundi ou mardi, de toute façon, vous aurez plus d'informations quant à l'horaire de passage de Patrick de façon hebdomadaire dès la rentrée, tous les lundis, donc tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 16h, vous aurez 5 intervenants qui interviendront de façon régulière, donc hebdomadaire, les mêmes, hein, et qui vous présenteront chaque semaine un thème qu'ils auront choisi au préalable ou effectivement ils pourront répondre à vos questions en live. D'ici là, en tout cas, nous on se retrouve d'ici 5 petites minutes, le temps de faire le changement pour une nouvelle intervention. Cette fois-ci, il s'agira plus précisément de nous, donc ça sera moi et Yoav que vous retrouverez à midi 15, donc dans 4 minutes, pour le consensus des analystes DailyFX France de fin d'année sur le Forex, mais également sur les différents marchés actions et matières premières. Donc ça sera tout à l'heure à midi 15, donc dans 4 minutes, juste le temps pour vous d'éventuellement vous restaurer, boire un petit peu d'eau ou manger. Restez connectés en tout cas, ça sera à midi 15, donc dans 4 minutes. Je vous laisse pour 4 petites minutes. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation et à tout de suite à midi 15 sur DailyFX TV. C'était Sylvain Loganadin.